Il y a une concurrence terrible aujourd'hui d'étudiants qui veulent rentrer en M&A. On reçoit, grâce à Training You, beaucoup de candidatures. Mais je crois qu'on est de plus en plus vigilants quand même sur cette question de valeur, parce que finalement, c'est ce qui fait aujourd'hui, il y a des très bonnes formations de plein de grandes écoles, mais ce qui fait la différence, c'est l'état d'esprit. Bonjour, je m'appelle Guillaume Pommier, je suis un ancien banquier M&A de Lazard et le cofondateur de Training You, la première plateforme de préparation aux entretiens en finance et en conseil. Je vous souhaite la bienvenue dans le Career Insight, le podcast lancé par Training You pour mettre en avant des personnalités inspirantes qui évoluent dans ces secteurs. Si vous cherchez un stage ou CDI en finance ou en conseil, ou si vous êtes simplement curieux de découvrir ces métiers si particuliers, alors le Career Insight est fait pour vous. Je vous souhaite une bonne écoute et un bon visionnage. Bonjour Mathieu de Benast. Bonjour Guillaume. Bienvenue dans le Career Insights. Tu es le président de la financière de Courcelles, une boutique M&A que tu as rachetée en 2020. La première question du podcast est toujours très générale. Est-ce que tu peux revenir sur les grandes étapes de ton parcours ? Alors, c'est loin déjà, parce que je suis plus tout jeune, mais j'ai commencé par des études de classe préparatoire en mathématiques et physique, puis une faculté de sciences, puis une école de commerce à Montpellier. D'accord. Alors, dans le monde assez fermé de la banque d'affaires, tu présentes un CV assez atypique. Tu viens du monde de l'entreprise. Tu as démarré ta carrière chez AGS Group, qui est dans le secteur des déménagements, avant de rejoindre le groupe Atalian, un des leaders du Facility Management. Et c'est là que tu as découvert de plus près les M&A, puisque au travers de tes fonctions, tu as piloté plus d'une 60aine d'opérations d'acquisition de sociétés dans le monde. Pourquoi et quand recourt-on à de la croissance externe quand on est une entreprise ? Alors, c'est vrai que ce parcours est assez atypique, puisque j'ai été d'abord dans le monde de l'entreprise, dans des secteurs de main-d'œuvre essentiellement, qui m'ont finalement appris le management et la vie de l'entreprise. Et pour finalement aboutir au M&A, et effectivement le M&A m'a toujours marqué dans mes expériences précédentes. C'est un accélérateur formidable pour de la croissance et de la création de valeur, mais aussi pour atteindre une taille critique pour certaines entreprises qui effectivement elles ont besoin d'obtenir une certaine taille, et la croissance externe peut être c'est aussi une manière d'attirer des talents. Et donc là aussi, d'attirer des talents, quelquefois il faut avoir recours à d'autres entreprises, à d'autres secteurs. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, la croissance externe a toujours été un moteur pour moi, et c'est comme ça que j'ai décidé un jour de reprendre une entreprise de M&A. Alors on va en parler un peu plus tard dans cet épisode, mais restons pour le moment sur votre première vie dans le monde du corporate. J'imagine que vous avez travaillé avec plusieurs banques d'affaires à cette époque pour vous accompagner. Quand on est une entreprise, comment se passe une opération M&A et surtout, qu'est-ce qu'on attend du conseil ? Ce qui est très difficile quand on fait appel à un conseil, c'est que, surtout dans le cadre d'une croissance externe, comme les rémunérations sont souvent au succès, on a souvent tendance à penser que le conseil pousse un peu trop fort, et la décision à la fin, on a envie d'être conseillé, et quelquefois il vaut mieux pas la faire. Et les conseils c'est la limite du modèle d'ailleurs des banquiers d'affaires qui sont surtout rémunérés au succès. Et donc on attend vraiment d'un conseil qui soit bienveillant et qui pousse pas au crime, entre guillemets. Et donc il faut accompagner et être au service finalement de l'entrepreneur, et pas le conseil du deal. Et voilà, quand on est client et qu'on attend un conseil, on veut ce conseil avisé, et pas forcément à pousser absolument à faire une opération. Un bon conseil, il doit savoir dire non, ne fais pas ce deal, c'est un mauvais deal. Oui, ou pas à ce prix-là. Où là, on arrive dans une tranche où c'est pas raisonnable. Voilà. Et ça, c'est pas facile pour un conseil de dire non à un moment donné à un entrepreneur, à une entreprise, à un groupe. Et ça, c'est le rôle du conseil. Et je pense que très souvent, les entreprises qui ont recours à des conseils et qui ont eu ces situations-là sont reconnaissantes. Et c'est comme ça qu'on continue à travailler avec le même conseil. Et ça t'est déjà arrivé, j'imagine, à plusieurs reprises ? À plusieurs reprises, effectivement, il fallait pas faire le deal. Et un deal qui dure trop, en général, c'est pas très bon signe. Et quelquefois, on essaie de trouver des solutions, et en fait, le deal doit pas se faire. Donc oui, c'est déjà arrivé.
Alors le deal se fait pas parfois, mais souvent il se fait, et tu as fait beaucoup d'opérations d'acquisition, comme on l'a rappelé au tout début de l'épisode. L'une des difficultés d'une acquisition, c'est l'intégration des cibles, ce qu'on appelle communément le post-merger integration. Quelle a été ta recette pour intégrer avec autant de succès, autant de cibles? Je pense que c'est d'abord une question d'expérience. La première fois qu'on fait une intégration, on n'imagine pas en fait tout ce qu'il faut préparer. Et en fait, ça se joue beaucoup même avant la réalisation de l'opération. C'est-à-dire qu'il faut anticiper tout ce qui va se passer. Et c'est pas facile. Mais très souvent, donc, on dit c'est dans les 90 jours, dans les 100 jours après l'acquisition que l'intégration doit se faire. En fait, c'est avant l'opération de closing qu'on doit anticiper. Et c'est là où souvent c'est difficile parce qu'on n'est pas sûr d'aller au bout de l'opération. Donc, commencer à mettre des ressources, commencer à passer du temps. Et il y a aussi des questions de confidentialité. Tout le monde n'est pas forcément conscient qu'il va y avoir une opération. Donc, cette question d'anticipation, elle est clé pour moi. Et plus on arrive à anticiper ce qui va se passer après, en fait, plus on a des chances de réussir l'intégration. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on doit mobiliser en interne et dans la cible les ressources qu'on va avoir. Donc, très souvent, on s'occupe d'ailleurs beaucoup plus des gens qu'on va intégrer que de ses propres équipes. Et quand on arrive dans des situations où il peut y avoir des doublons, ça peut créer un traumatisme dans sa propre entreprise. Et très souvent, on est très occupé et on s'occupe moins de sa propre entreprise. Donc je dirais là-dessus, il y a la communication, c'est un point clé. Il faut absolument gérer sa communication interne aussi et savoir comment on vend le projet en interne d'une croissance externe, ce qui est souvent pas toujours fait. Donc là, il y a aussi un point de succès qui est intéressant à regarder et à sensibiliser en tout cas avec sa direction sur ce point-là. Ensuite, il y a des tas de choses, des petits détails pendant une opération. C'est effectivement, il y a des petites erreurs à pas commettre. Il y a des erreurs culturelles à pas commettre. Souvent, les entreprises qu'on acquiert n'ont pas exactement le même ADN ou culture. Et souvent, quand on rachète, ça a été mon cas, beaucoup de sociétés où il y avait un entrepreneur encore à la tête, il y a des petits détails. Je peux en citer quelques-uns pour l'anecdote, mais des voitures, par exemple. Souvent, les parcs de véhicules de grands groupes sont, alors pour des entreprises françaises, c'est plutôt des voitures françaises. Et c'est pas toujours le cas des entrepreneurs qui peuvent avoir d'autres marques que des voitures françaises. Et il y a des groupes qui interdisent, en fait, qui imposent des politiques groupes. Et ça peut casser des deals, des choses comme ça. Ou en tout cas, ça peut les abîmer très fortement. J'ai déjà eu le cas où des deals ont été où j'ai gagné des deals sur des erreurs de certains concurrents qui, avant même de faire l'opération, avaient listé en fait le nombre de changements qu'il fallait faire. Alors je parle de la voiture, mais ça peut être l'épouse aussi du dirigeant qui travaille depuis le début et on lui demande de partir. Voilà. Donc il y a plein de choses culturelles sur lesquelles il faut faire très attention. Bien sûr, dans une intégration, la première motivation, souvent, c'est de faire des économies d'échelle. Et on est très sensibilisé en général sur la partie PNL et le cash. Et en fait, il y a beaucoup de choses à régler aussi. Et il faut faire attention et pas uniquement regarder le PNL du premier mois, même si, bien sûr, c'est important. Est-ce que tu as travaillé avec la financière de Courcelles dans ta première vie? Alors non, je n'avais pas travaillé avec la financière de Courcelles, mais j'avais entendu parler de la financière de Courcelles. Alors on y vient, en 2020, tu débutes une nouvelle double aventure. Une aventure entrepreneuriale d'abord et une aventure de banquier d'affaires ensuite, puisque tu rachètes, pas seul mais avec quelques autres associés, la financière de Courcelles, une banque d'affaires historique. Sa création remonte à 1928 et une banque d'affaires indépendante puisque c'est une boutique M&A qui ne fait que du conseil. Moi, j'ai deux questions pour débuter cette partie-là de ta vie. D'abord, pourquoi cette transition? Et ensuite, pourquoi le choix de la financière de Courcelles? Alors, le M&A, donc, tu l'as senti, c'était pour moi une fibre que j'en ai fait plus de 60, peut-être même plus. Donc, c'est vrai que ce contact qu'on a dans le M&A avec ces entrepreneurs dans des secteurs souvent très différents, par rapport à beaucoup de métiers qui sont sur un secteur. Là, on a une ouverture à des gens, des entrepreneurs qui ont fait des choses formidables. Donc, je trouve que le métier du M&A donne une ouverture qui est donc ça, c'était un premier point qui m'a attiré. Et ensuite, ça a été une question d'opportunité. J'ai toujours travaillé pour des entrepreneurs.
Et là, j'avais envie d'être mon propre, voilà, à la tête de ma propre entreprise. Et donc, comme tout entrepreneur qui cherche un projet, j'ai repris mon carnet d'adresses. J'ai passé des coups de téléphone, j'ai rencontré et j'ai revu en fait quelqu'un qui travaillait à la financière de Courcelles, qui m'a expliqué qu'elle était à vendre. Voilà, donc ça s'est passé assez rapidement puisque on est en 2019. J'ai une rencontre avec les dirigeants au mois de septembre, début septembre, et en 3 semaines, j'ai remis une LOI pour leur dire mon intérêt, et donc ça s'est accéléré très vite. Alors ce que j'avais pas prévu par contre, c'est qu'on arrive donc en janvier, je fais le signing, donc ça va assez vite, je crois au projet, et j'avais pas prévu le mois de mars où il y a eu le confinement. Et donc là, on a décalé un peu le closing qui s'est fait au mois de mai, mais voilà, j'ai décidé quand même de faire l'opération alors que le M&A était vraiment dans l'inconnu. Quand on rentre en confinement, il n'y a plus beaucoup d'opérations qui se passent. Et la financière de Courcelles est vraiment dans l'inconnu en mai 2020. Et je fais le pari quand même, avec une équipe d'associés, de reprendre la financière. Donc, t'avais déjà eu le signing, mais pas le closing. Exactement. Est-ce que tu as eu peur ou est-ce que tu as réfléchi à finalement ne plus faire l'opération? Est-ce que c'était d'ailleurs encore possible après le signing ou difficile? Ça aurait pu peut-être être possible, mais ça m'est même pas effleuré parce que il y avait une espèce d'intuition de se dire que il va se passer des choses, on peut pas s'arrêter. Donc non, j'ai eu à convaincre un peu certains de mes associés qui étaient un peu paniqués, mais j'ai jamais hésité honnêtement à faire machine arrière. C'était une vraie opportunité de racheter la financière de Courcelles, qui était une belle endormie, mais qui était une vraie institution avec des vraies valeurs, avec un modèle qui m'intéressait puisqu'il y avait des dirigeants opérationnels et des banquiers d'affaires, plus financiers. Et donc j'étais convaincu que c'était l'entreprise qu'il fallait, en tout cas pour démarrer le projet que je souhaitais développer. Alors parlons-en de la financière de Courcelles. Restons comme des entrepreneurs. Le marché du conseil M&A est fortement concurrentiel et c'était déjà le cas en 2020 avec beaucoup d'acteurs, en particulier sur le segment des opérations small et mid cap, celui sur lequel vous êtes positionné avec la financière de Courcelles. Peux-tu présenter la financière de Courcelles et ce qui la différencie de ses principaux concurrents aujourd'hui sur la place? Alors la financière de Courcelles, on a bien grandi là depuis maintenant 4 ans. On est à peu près une quarantaine aujourd'hui, à Paris, mais aussi en région, puisque ça a été notre pari aussi de développer les régions et l'international, je vais y revenir. Mais c'est vrai que les régions a été tout de suite, en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de concurrence sur le marché parisien. Et il y a par contre de très belles opportunités en région, avec peut-être un peu moins de concurrence et un besoin de M&A pour un certain nombre d'entreprises qui aujourd'hui n'ont pas forcément les acteurs pour les accompagner. Et donc le pari a été d'implanter en fait dans des régions un certain nombre de banquiers. Et ça a pu être fait grâce aussi à un partenariat qu'on a fait avec un réseau d'experts comptables, qui nous a permis en fait d'avoir une représentation géographique sur toute la France. Eux-mêmes avaient des problématiques avec leurs clients de M&A qui pouvaient pas servir. Donc voilà. Donc c'est aussi un des aspects de la financière. Ensuite, nous, venant moi de la partie opérationnelle, j'ai beaucoup développé un concept qui s'appelle l'augmented M&A, d'ailleurs qu'on a déposé, qui consiste à dire finalement l'opération du M&A, c'est une période assez courte, qui est assez variable, qui peut durer quelques mois, quelquefois un peu plus longtemps. Mais l'idée, c'était de dire finalement, et ça, c'était aussi mon ancienne vie qui me le montrait, il y a un avant, il y a un après au M&A. Et très souvent, les banques d'affaires sont focalisées uniquement sur l'événement M&A. Donc, on a travaillé beaucoup depuis 4 ans sur l'accompagnement amont et aval des opérations d'M&A, qu'on soit à l'achat d'ailleurs, ou à la vente, ou en levée de fonds. Et typiquement, voilà, on a réussi à gagner des opérations parce que des entreprises n'étaient pas complètement prêtes dans leur processus M&A, se posaient encore des questions et de façon très légitime. Et il fallait les aider en amont. Et donc on a travaillé plus en conseil, voilà, plus qu'en M&A en fait, sur comment les aider à réfléchir. Donc on a eu le cas de grands groupes étrangers qui depuis des années n'arrivaient pas à s'implanter en France. On a défini avec eux une stratégie, donc on est vraiment à la limite de la stratégie,
avec des experts sectoriels, qui est aussi notre vision, c'est que finalement pour être crédible aussi, il faut des experts sectoriels. Donc on s'est entouré, en l'occurrence, c'était dans le métier du courtage d'assurance, on s'est entouré d'anciens courtiers qui nous ont aidés dans cette phase amont, très opérationnelle, de dessiner la stratégie avant de commencer. Donc ça a duré 6 mois. Donc on est dans une phase amont M&A et au bout de 6 mois, on a décidé de partir dans un process M&A. Et là, on a fait 6 ou 7 opérations en 2 ans, alors que ce groupe, depuis 5 ans, butait sur le marché français parce que l'approche n'était pas la bonne. L'approche qu'ils avaient était trop anglo-saxonne, l'approche n'était pas assez région. Et donc voilà, un exemple réussi pour nous. Et donc on a développé beaucoup ce concept d'accompagnement amont. Et dans certains cas d'ailleurs, la conclusion de cet accompagnement est de dire vous n'êtes pas prêt pour lever des fonds ou vous n'êtes pas prêt pour ouvrir le capital. Et donc ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'opération, mais ça veut dire que cet accompagnement a permis de lever un certain nombre de questions. Et donc tout ça, voilà, ça revient un peu aux banquiers, c'est de pas forcément pousser une opération qui n'est pas prête. Voilà. Donc ça, c'est aussi un vecteur. Une grosse différenciation qu'on a aussi aujourd'hui, c'est le buy side. Alors le buy side, donc c'est vrai qu'en général, les banquiers sont plutôt tournés vers le sell side. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus de chances, en général, de réaliser l'opération. Nous, on a vu les choses un peu différemment, pour plusieurs raisons. D'abord, le buy side, soit il y a plusieurs types de buy side. Soit il y a du buy side répétitif, du repeat. C'est des groupes en fait qui ont besoin d'un accompagnement parce qu'ils achètent tout le temps des entreprises. Et donc c'est une forme de récurrence. Donc plutôt que de travailler en one shot sur un deal, et ben là on travaille dans le temps. Donc on a plusieurs actuellement corporate qu'on accompagne en France et à l'étranger pour leurs achats. Le premier sur lequel on a commencé, on travaille toujours pour lui et ça fait 9 deals depuis qu'on est avec lui. Donc voilà, donc de créer un modèle de récurrence dans le M&A, c'est le buy side aussi qui permet. Et le buy side permet aussi après faire des petites opérations de un jour, peut-être avoir l'occasion de faire une grosse opération parce que on est resté en contact avec le client. Voilà. Et puis après, il y a le one shot aussi qui effectivement est intéressant. Donc c'est un autre métier, le buy side. Et c'est vrai que dans nos équipes à la financière de Courcelles, toutes nos équipes ont appris aussi ce que c'était que du buy side. C'est un acte de vente, le buy side. C'est d'approcher des cibles qui sont pas forcément à vendre en leur racontant une histoire. Et donc c'est l'histoire qu'on raconte pour nos clients. Et souvent ces cibles-là ne sont pas à vendre. Et on leur raconte une histoire différente. Et cette approche, aujourd'hui, on l'a beaucoup améliorée avec beaucoup de digital. Donc, on a toute une équipe aujourd'hui qui est concentrée sur ces buy-side. Et voilà, et ça représente quand même aujourd'hui près de 50% de notre chiffre aujourd'hui vient de ces opérations de buy-side. Donc, voilà un axe encore, je pense, qui nous différencie Financière de Courcelles par rapport à certains de nos confrères. Et puis, l'international. Voilà, moi j'ai une fibre très forte internationale et la Financière de Courcelles avait aussi une vocation internationale puisqu'elle avait créé un réseau qui s'appelait GMAP et elle en était donc membre fondateur et en avait la présidence. Moi j'ai décidé de laisser la présidence parce que j'étais déjà bien concentré sur le marché français, mais voilà, on est très actifs aujourd'hui. Et donc le réseau GMAP, c'est une trentaine de pays, donc des indépendants comme la Financière de Courcelles. Et donc nous nous appuyons beaucoup sur ce réseau pour faire justement des missions de buy-side en Europe et ailleurs. Et il nous aide donc à sourcer des deals dans certains pays. Et il faut à la langue locale. Et donc avec ces partenaires, en fait, donc qui nous sont assez proches, on fait des opérations. Et puis on a aussi capacité avec eux de travailler sur des secteurs. Donc il y a des pays qui ont des expertises sectorielles qu'on n'a pas forcément et vice-versa. Et donc, on progresse aussi grâce à certains membres qui ont des expertises différentes. Donc voilà, un autre pôle, je pense, qui nous différencie est de faire 30% pratiquement de nos opérations aujourd'hui à l'international. Voilà. C'est très complet. Je reviens quelques minutes sur l'augmented M&A qui est vraiment une caractéristique propre de la Financière de Courcelles puisque, comme tu l'as rappelé, il y a vraiment peu de banques d'affaires qui se préoccupent de ce qui se passe en amont, pré-deal et en aval, post-deal. Et c'est pas votre cas. Et j'imagine que c'est lié à l'expérience que tu as eue chez Atalian. Vous avez annoncé un rapprochement stratégique, capitalistique aussi, avec le cabinet Maestrium en fin d'année dernière. J'imagine que c'est aussi pour renforcer cette offre-là. Ça, c'est ma première question. Et la seconde, tu as parlé du buy-side et du coup de la définition de la stratégie
en amont du deal. Est-ce que quand la cible a été rachetée, il y a cet accompagnement aussi sur l'intégration qui est un facteur clé de succès en aval du deal? Alors, beaucoup de questions, j'ai essayé de répondre. Alors, la première, Maestrium, effectivement, ça a été concrétisé pour nous, cette approche. Donc, Maestrium était un cabinet, effectivement, de ce qu'on appelle de management de transition. Alors, pourquoi on a fait ce rapprochement ? L'idée est en fait, une des grandes thèses quand même des boutiques du M&A, c'est en tout cas d'une crédibilité, c'est d'avoir des expertises sectorielles. Donc, nous, j'en ai pas encore parlé, mais on a développé un concept effectivement un club de senior advisors qui sont des experts, des anciens souvent dirigeants de grands groupes, qui ont une très forte expertise sectorielle. Aujourd'hui, on en a une vingtaine, mais on ne couvre pas tous les secteurs. Donc, l'intérêt d'un rapprochement avec Maestrium, c'était qu'effectivement, on avait accès avec eux à une base d'environ 1800 managers de transition, tous secteurs confondus. Donc aujourd'hui, sur n'importe quel type d'opération, même si on n'a pas d'expertise sectorielle, que ce soit par notre club d'anciens dirigeants ou à l'intérieur des banquiers qui ont déjà fait des deals, à ce moment-là, on fait appel à Maestrium aujourd'hui et qui est capable d'identifier le profil, c'est des dirigeants qui ont en général plus de 50 ans et qui ont une très forte expertise sectorielle. Donc, on sait parler aujourd'hui, on sait tout de suite quand on rentre sur une opération le contexte concurrentiel grâce à eux. Donc, ce concept-là n'existe pas en France, ce rapprochement. Il existe à l'étranger. Dans notre réseau, on a déjà des partenaires qui ont fait ce choix. Et en tout cas, ça correspond bien à notre ADN, voilà, de mélanger des opérationnels avec des banquiers, avec des profils plus financiers. Et l'idée aussi, c'est qu'avec Maestrium, on va pouvoir travailler sur ces intégrations. Et donc, en amont ou en aval aussi, ça marche de la même manière, mais on a effectivement des possibilités d'accompagner maintenant nos clients sur leur intégration, parce que effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'une opération réussie, c'est souvent à l'intégration qu'on le voit. Et donc nous, l'idée, c'est comme on collecte énormément d'informations pendant le deal, l'idée, c'est de continuer et de prolonger avec un manager de transition. Et ça, avec Maestrium, on est en train de travailler là-dessus. On a déjà fait des missions, nous, dans le passé, avec des managers de transition, et on pense que c'est le bon format pour un certain nombre de clients d'être accompagnés après leur deal. C'est une neutralité, c'est une expertise qu'on leur donne, une expérience que des managers de transition ont. Et on a de plus en plus de managers de transition aujourd'hui sur le marché, des gens qui ne veulent plus être salariés, mais qui ont eu une expérience très riche pendant leur carrière professionnelle et qui demandent que ça, d'aider à des intégrations en France, à l'étranger, sur des secteurs qu'ils maîtrisent très bien. La deuxième particularité que tu as mise en avant, c'est l'importance des régions pour trouver des opportunités en M&A, notamment face à un marché parisien plus concurrentiel. Et là, tu as mis en place le partenariat avec Exco en 2021, qui est un réseau d'experts comptables présents en région, en France, et qui apporte à la fois un ancrage et aussi une proximité avec les entreprises régionales. Est-ce que tu peux nous partager l'histoire d'un deal originé ou exécuté avec ou grâce à l'appui de ce partenaire? Alors, c'est vrai qu'il y a eu une réflexion avec les équipes de qui est un prescripteur, en fait, qui peut être un prescripteur. On a tout un écosystème et on continue à travailler. Donc finalement, en regardant un peu certains de nos confrères, on a vu que certains avaient déjà travaillé sur cette idée, plutôt que d'être tout seul à ouvrir des bureaux en région, et c'est pas facile en M&A d'avoir une taille critique, d'avoir des équipes suffisamment mûres et avec l'expérience pour pouvoir ouvrir une agence. Donc certains de nos confrères avaient eu l'idée de développer des partenariats, soit avec des banques, soit avec même des cabinets d'avocats. Et donc nous, on a réfléchi et on s'est dit finalement, qui mieux qu'un expert comptable a cette proximité avec les clients. Il faut savoir que, je sais pas si tu connais la durée de vie chez un client pour un expert comptable en France, en moyenne, mais c'est 18 ans. Donc il y a vraiment une proximité, une confiance qui est très forte avec l'expert comptable et le client. Et donc l'idée, c'était effectivement de se dire, on va pouvoir construire une histoire avec leurs clients. Et donc, on a cherché un réseau. Donc, il y avait bien sûr les réseaux des Big Four qui étaient présents, qui eux-mêmes, en général,
font du M&A ou du transaction services. Donc là, il n'y avait pas forcément besoin de trouver un partenaire M&A. Et donc, on a trouvé celui qui était juste après, qui est le 5e acteur aujourd'hui, qui est Exco. Donc Exco a une particularité, c'est qu'ils sont très très implantés en région. On parle de 3000 personnes aujourd'hui, une centaine de bureaux. Et donc on a lié un lien assez vite avec... alors on est très moderne nous, donc le lien a été établi par LinkedIn. Et ce lien a été une réaction immédiate dans l'heure pratiquement avec le patron d'Exco, Frank Parker, avec qui tout de suite lui avait un vrai besoin. Il cherchait depuis plusieurs années. La financière de Courcelles était une belle marque pour eux. Et donc on a construit cette association et on a très vite mis en place en fait une communication interne. Moi, j'ai pris mon bâton de pèlerin et on a été dans les régions avec Frank Parker pour expliquer le projet. Et très vite, en fait, des opérations sont arrivées puisqu'il y avait certains des clients d'Exco qui, en fait, avaient des processus M&A en cours. Dans le passé, les experts comptables voyaient des banques ou d'autres partenaires arriver, même ça arrivait des concurrents de chez eux, des gens comme KPMG, par exemple, qui pouvaient aussi faire du M&A. Et donc, c'était enfin une solution. Donc, je crois qu'un mois après notre partenariat, on a déjà eu les premières opérations qui sont arrivées. Et donc, on a fait une très belle opération à Orléans, on en a fait une autre à Nantes. Et donc, c'est vrai que beaucoup de clients, c'est peut-être pas des sujets, c'est des sujets plutôt très small cap. Donc, on a travaillé avec Exco pour que les sujets très small cap, c'est plutôt eux qui les réalisent, mais on les aide. Et les dossiers de small à mid, c'est nous qui les réalisons aujourd'hui. Mais donc, voilà comment on a construit le modèle. Et je pense qu'aujourd'hui, on a dû faire 8 ou 9 opérations en 2 ans, ce qui est déjà une première étape. Et d'ailleurs, au début, on n'avait pas nos implants dans les régions, ce qui a été fait depuis. Donc, on pense que en 2024, entre 30 et 40% de notre chiffre d'affaires serait réalisé grâce aux régions, donc d'opérations qui viennent via Exco ou par les régions elles-mêmes. Présence régionale avec Exco, présence internationale aussi avec l'appartenance à ce réseau dont tu as parlé, Global M&A Partners. Qu'est-ce que ça vous apporte au quotidien dans votre manière d'originer les transactions et aussi de les exécuter? Alors, c'est GMAP, GMAP existe depuis presque 30 ans. C'est un réseau avec des membres, donc ça va des États-Unis à l'Europe, à l'Amérique du Sud et un peu en Asie. Voilà, ce sont en général des indépendants, donc des entrepreneurs, des banquiers indépendants qui ont monté leur boutique et qui effectivement, à un moment donné, ont compris que le territoire national, ça suffisait pas. D'abord parce qu'ils ont vu des concurrents, des réseaux se construire. Il y a eu beaucoup de réseaux qui se sont construits aussi. Donc là, ces indépendants, on a tous des noms différents aujourd'hui, ce qui est un sujet d'ailleurs, un sujet de discussion entre nous. Il y a certains de nos confrères qui ont décidé de changer leur nom sur leur territoire domestique pour appartenir à une marque commune avec des actionnariats différents. Donc nous, on a fait le choix, pour l'instant, moi je suis pas prêt encore à renoncer à la marque financière de Courcelles. Mais voilà, donc on est quand même dans un univers concurrentiel où d'être juste sur le territoire national, c'est pas suffisant. Parce que on doit être capable d'aller chercher des contreparties à l'étranger. On a certaines opérations où il n'y a pas d'acheteurs français, par exemple. Et donc, il faut bien trouver des solutions. On vient de faire une opération là dans l'ouest de la France, en région. Malheureusement, j'ai envie de dire, on n'a pas trouvé d'acquéreur, ni industriel, ni en MBI. En MBI, c'est si on trouve un repreneur, parce qu'il n'y a pas de repreneur direct ou familial. Et donc, on a été chercher une entreprise au-delà des frontières. Et là, on a besoin de s'appuyer sur un réseau, parce que c'est pas possible. Donc, ce réseau, voilà, une trentaine de membres. On continue, d'ailleurs, il y a des membres qui continuent à arriver. Nous, donc financière de Courcelles, on est très actifs sur un certain nombre de secteurs, donc on apporte nos expertises sectorielles aussi, voilà, tout ce qui est aéronautique, défense, qui est une des marques de fabrique de la financière de Courcelles. On participe à beaucoup d'événements aussi, on participe sur des événements aussi sur tout ce qui est courtage d'assurance, par exemple. Et donc voilà, on apporte des expertises, et ce qui nous permet aussi, dans certaines opérations, d'utiliser des expertises, donc de pitcher, comme on dit, nous, donc de défendre des dossiers avec notre partenaire qui participe aussi, et ça nous donne une crédibilité, voilà, une crédibilité sectorielle. Donc ce réseau, il a vocation, nous en tout cas, l'idée c'est de continuer à s'appuyer dessus. D'ailleurs, on reçoit
dans un mois tous les membres européens du réseau. On est un acteur majeur, nous, de ce réseau en Europe, en tout cas, et on a vocation à continuer à s'appuyer dessus pour ses expertises, pour ses sourcings de deals et pour accompagner un certain nombre de nos dirigeants. Fort de ton expérience à la fois côté entreprise, côté corporate et côté banquier, côté conseil, c'est quoi la clé selon toi d'un deal réussi? C'est pas si facile que ça de répondre. Je pense qu'un deal réussi, c'est un deal équilibré. Je pense que dans un deal, il y a un vendeur et un acheteur. Il faut qu'à la fin, il faut pas que le vendeur ait l'impression que l'acheteur a fait une trop belle opération ou que l'acheteur a l'impression que le vendeur. Il faut un équilibre dans ce process et donc c'est de trouver cet équilibre. Et bien sûr, il y a le prix. Mais il n'y a pas que le prix, souvent. Il y a souvent des problématiques de succession, de gap, d'assurance après. Donc, c'est trouver un équilibre. Et cet équilibre-là, en fait, pendant toute la vie du deal, qui peut durer plusieurs mois, quelquefois, ça veut dire plus d'un an, il faut trouver cet équilibre. Et qu'à la fin, finalement, les deux parties soient contentes de l'opération qu'elles ont réalisée. Et donc, c'est le travail du conseil. Il y a beaucoup de frustration en général pendant le deal. On dit qu'un deal meurt plusieurs fois. Et c'est vrai que c'est notre travail de rester finalement assez solide pour filtrer tous ces ascenseurs émotionnels qu'il peut y avoir. Et donc, il faut trouver cet équilibre qui est quand même très souvent, en tout cas pour les entrepreneurs, un point marquant de leur vie. C'est le résultat de tout leur travail qui est en train de se jouer. Donc il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup en général, tous les entrepreneurs pensent que leur entreprise a une certaine valeur. Elle est forcément haute. Et donc il faut absolument être honnête dès le début sur les obstacles qu'on peut avoir et effectivement d'anticiper tout ça. Donc voilà, donc un deal réussi, c'est quand on a réussi finalement au bout, est-ce que l'entrepreneur, le client finalement, au bout du compte, soit content. Ça fait presque 4 ans que vous êtes à la tête de la Financière de Courcelles. C'est long, mais c'est assez court en même temps. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore fait et que vous aimeriez mettre en place dans les prochaines années? Alors, on a beaucoup travaillé ces dernières années, nous, sur les valeurs, et en particulier avec nos jeunes. Je dis nos jeunes parce que je suis plus très jeune, mais on a travaillé avec nos jeunes sur nos valeurs. Donc nous, on s'est beaucoup appuyé sur ces 4 lettres, ECHE, ce qu'on appelle chez nous, donc l'équipe, très important chez nous. Le deuxième, c'est la créativité. Ensuite, bien sûr, le client. Et enfin, l'excellence. Et ça a été une première étape importante. Deuxième étape, ça a été les partenariats, on en a parlé. Avec l'expertise comptable, mais on a fait aussi avec des sociétés de stratégie comme Awenzi. Mais on a encore dans nos partenariats un certain nombre de choses à faire. Et notre développement en région, il faut qu'on continue et qu'on l'accélère. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup d'implantations qu'il faut qu'on prévoit encore en région. On a des projets dans l'ouest, dans le sud aussi, dans le nord. Donc là, on a encore beaucoup de choses à faire qui sont pas encore terminées. Et puis, on a beaucoup de projets de formation aussi pour nos équipes. On en a fait une partie, mais on veut encore pousser nos équipes, avoir une ouverture plus complète sur le métier de banquier. Alors dans ce que vous n'avez pas fait, il y a modifié le nom de la Financière de Courcelles. Est-ce que ça a été une réflexion au moment du rachat ou est-ce plus pertinent à votre avis de capitaliser sur l'identité historique de la boutique? Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé sur ce nom parce que ce nom est assez connu, et même très connu, de l'écosystème, j'ai envie de dire. L'écosystème, ça va des fonds de private equity aux banques, mais aussi d'entrepreneurs, d'avocats. Et donc, changer un nom comme Financière de Courcelles, c'est une grosse responsabilité. Et nous, on a plutôt travaillé dans le sens de travailler sur cette marque employeur. Et d'ailleurs, on avait fait une petite enquête interne lors d'un séminaire l'année dernière. Et en fait, le résultat était sans appel. En tout cas, la très grande majorité voulait conserver le nom. Donc c'est vrai que depuis 4 ans, on a beaucoup travaillé. Nos abonnés sur LinkedIn sont passés de 700 à 9000.
Donc tout ça, cette marque employeur, elle a pris de l'ampleur aussi et les gens sont fiers de travailler pour la financière de Courcelles. Donc, et on a même recréé un club d'alumni pour aller chercher les anciens. Donc voilà, donc c'est dur de se dire qu'un jour, il faudra peut-être changer de nom. Alors Mathieu, la financière de Courcelles a gagné en notoriété auprès de ses clients, auprès de l'écosystème, mais aussi, et tu l'as pas mentionné, auprès des étudiants. Parce que nous, on le voit, la boutique attire chaque année de plus en plus d'étudiants et des jeunes diplômés, on le sait, puisque Training You, on organise plusieurs événements avec vous dans l'année. Qu'est-ce que tu attends, toi, chez les jeunes collaborateurs ? Je crois que l'expérience a montré ces dernières années que là où finalement on avait le plus de réussite, c'était les valeurs. Et je crois que quand on rentre à la financière, c'est parce qu'il y a un certain nombre de valeurs dont j'ai parlé, il y a un esprit d'équipe. Et je pense que tous les étudiants qui sont venus, c'est parce qu'ils se sont intégrés dans ce projet d'équipe et qu'ils ont trouvé quelque chose. Voilà. Et c'est vrai que ce métier est souvent considéré comme un métier un peu d'individu plus que d'équipe. Et je crois qu'à la financière, voilà, ceux qui veulent, qui ne pensent en fait qu'à une trajectoire personnelle, ils seront pas forcément heureux à la financière. Je crois que ce qu'on vient chercher à la financière, c'est avant tout un esprit d'équipe. Et donc, ceux qui ont des valeurs autour de l'équipe, en tout cas qui considèrent que le travailler en groupe, ils apprendront beaucoup plus vite, en tout cas, dans cet écosystème. Donc nous, on est très vigilants d'ailleurs sur cette partie-là. Bien sûr, il y a une concurrence terrible aujourd'hui d'étudiants qui veulent rentrer en M&A. On reçoit, grâce à Training You, beaucoup de candidatures. Mais je crois qu'on est de plus en plus vigilants quand même sur cette question de valeur, parce que finalement, c'est ce qui fait aujourd'hui, il y a des très bonnes formations de plein de grandes écoles, mais ce qui fait la différence, c'est l'état d'esprit. Et nous, on est de plus en plus vigilants sur cet état d'esprit, sur les connaissances, par exemple, sur la financière de Courcelles. Est-ce que on s'est renseigné pourquoi la financière? Ça peut être les anciens ou ceux qui sont actuellement. Et donc voilà, donc il y a un état d'esprit, l'équipe. Le bagage technique, c'est important, mais le fit de valeur entre le candidat et la boutique, c'est primordial aussi. Oui, il faut vraiment que là-dessus, il faut que ça matche. Et quels seraient tes conseils pour un étudiant qui nous écouterait pour intégrer la financière de Courcelles, que ce soit en stage ou pour un premier CDI? Alors déjà, il faut qu'ils suivent de façon assidue la formation Training You. Ça, c'est la première étape. Et ensuite, je crois que voilà, il faut qu'ils se renseignent. Voilà, quelles ont été les opérations qui ont eu lieu à la financière de Courcelles. Enfin, il faut qu'ils montrent comme un entretien d'embauche, en fait, pourquoi la financière de Courcelles plutôt qu'un autre. Et on a besoin de sentir qu'il y a eu un minimum de travail, de compréhension de qui on était. Et je pense que tous les gens qui sont à la financière, en tout cas, que ce soit les stagiaires ou analystes ou toutes les strates, répondent en général aux sollicitations de comment ça se passe, qu'est-ce que vous faites, quel type d'opération. Donc je crois qu'il faut être bien connaître le sujet de la financière quand on se présente à la financière. Alors j'aimerais aborder avec toi aussi le marché des M&A en ce moment. Il a subi une correction assez significative en 2023, à la fois en termes de nombre d'opérations, il y en a moins, et en termes de valorisation, elles sont généralement un peu plus basses que post-Covid, 2021 et 2022. Est-ce que l'activité de la financière de Courcelles a été impactée par cette situation moins favorable sur le plan macroéconomique? Alors c'est vrai que le monde du M&A a quand même été bien chahuté là, depuis au moins 18 mois. Le marché du large cap et mid cap extrêmement chahuté. Le small et mid, on estime, j'ai lu encore un article ce matin, qu'il y a eu une baisse de 60% quand même du nombre de deals. Alors nous, à la financière, on a amorti, je dirais, d'abord parce qu'on a choisi un positionnement aussi où on fait du small. On a des opérations small mid, mais on est quand même bien positionné sur le small et avec les régions. Donc je dirais qu'on a eu un bon amortisseur parce qu'on était bien positionné sur ce segment. Donc on a fait à peu près 25 opérations nous cette année, donc on en a fait moins qu'en 2022, mais notre modèle est quand même résilient parce que on a effectivement cet accompagnement, ces buy side et tout ça qui nous ont permis de traverser, en fait, je dirais, cette période qui a été compliquée, mais je dirais que dans ce environnement compliqué,
on s'en est plutôt bien sorti. Parce que notre modèle n'est pas uniquement sur du sell side ou sur un positionnement mid. Donc voilà, je considère que le travail qu'on a fait depuis 4 ans en fait nous a permis de résister à effectivement un nombre de transactions qui a baissé. Pour 2024, là il y a plutôt des indicateurs rassurants. Donc nous on fait un très bon début d'année d'ailleurs. On annonce pas mal d'opérations en ce moment et les perspectives sont bonnes parce que tout le monde a déjà anticipé les baisses des taux d'intérêt, qui a quand même bien affecté le monde du M&A. On a vu les multiples qui ont l'indice Argos qui nous permet de mesurer en fait les multiples de transactions a beaucoup baissé, puisque post-Covid on était à peu près à 12 fois, on est tombé à 9 fois. Et là, donc les indices ont baissé, donc les multiples ont été corrigés, beaucoup à cause des financements. C'est devenu un vrai sujet. Et donc la baisse des taux, naturellement, va aider à réaccélérer cette participation. Ensuite, évidemment, aujourd'hui, le private equity a un impact très fort sur nos transactions. Et la tendance est que les portefeuilles tournent chez les private equity. Donc, il y a des opérations aussi qui sont en train de repartir, des sorties de portefeuille, des rotations. Donc, l'année 2024, en tout cas, de notre vision, et si on regarde le nombre de mandats qu'on a en cours, annonce qu'il y a un vrai redémarrage du M&A. Nous arrivons, Mathieu, à un point culminant de ce Carré Insight, c'est le traditionnel quiz, où je pose des questions courtes et tu réponds avec des réponses courtes. Très bien. Mathieu, venir du monde de l'entreprise pour être banquier d'affaires, avantage ou inconvénient? Avantage. Ton meilleur souvenir professionnel? Alors forcément, je vais parler de la financière de Courcelles. Donc le meilleur, c'est effectivement la réalisation de l'opération. J'ai expliqué, c'était très court, ça a été très vite. Donc racheter la financière de Courcelles, ça a été une très belle réussite. Ton pire souvenir professionnel? Alors je vais encore parler de la financière de Courcelles, forcément. Comme je l'avais raconté, après le signing, le Covid, là c'est un ascenseur émotionnel, comme beaucoup d'entrepreneurs, de se dire que tout s'arrête potentiellement. Je pense que ça a été en termes d'adrénaline pas mal aussi. Ouais. Le plus beau deal que tu as fait? Alors je crois que c'est le premier que j'ai fait avec la financière de Courcelles et qui continue encore et qui correspondait à ce qu'on voulait faire. C'est avec TSG qu'on accompagne depuis maintenant 4 ans. Et donc TSG, c'est une entreprise qui fait de la maintenance au démarrage dans les stations-service, ex-Tokheim. Et TSG et Jean-Marc Bianchi en particulier nous ont fait confiance pour les accompagner dans leur changement de modèle. Donc voilà, la croissance externe est en train de réaliser une transformation d'une très belle ETI qui a pratiquement doublé de volume aujourd'hui, qui fait presque 1 milliard de chiffre d'affaires. Et on est très fiers à la financière de Courcelles de les accompagner avec bientôt. On a fait la semaine dernière la 9e opération, dont la plupart à l'international. Le deal le plus difficile sur lequel tu as travaillé, qui s'est réalisé ou pas? Alors on a fait un deal on est passé dans tous les chemins. C'était il y a maintenant 1 an et demi, qui était dans la maintenance d'hélicoptères. Un deal très compliqué avec des contrats de défense, des pays exotiques. Et effectivement, ce deal n'aurait pu pas se faire une dizaine de fois. Et il s'est fait au bout de 2 ans ça a été un très beau deal, bien réalisé, mais on a laissé beaucoup d'énergie, mais pour y arriver. La plus grande qualité d'un banquier d'affaires, c'est quoi? Je crois que justement, c'est sa neutralité et les valeurs d'être capable de dire non et de rester le conseil de son client et pas du deal. La plus grande qualité d'un entrepreneur, c'est quoi? Je pense de tout ce que j'ai pu voir toutes ces années, ce qui m'a toujours le plus marqué chez les entrepreneurs successful, c'est leur résilience et leur capacité à absorber la tempête. Et il y en a des tempêtes dans la vie d'un entrepreneur. L'anecdote que tu n'as pas souvent partagée et que tu aimerais justement partager avec nous aujourd'hui? Je la partage pas encore, donc je la partagerai à la prochaine fois.
le conseil que tu donnerais au jeune Mathieu de Benast qui étudiait à Montpellier Business School dans les années 1990? Je crois que ce qui différencie aujourd'hui, finalement, c'est sa propre histoire. Et je pense qu'il faut avoir une histoire à raconter et elle doit être différente, en tout cas de ses camarades. Parce que finalement, on veut mettre dans un moule beaucoup de choses. Et moi, en tout cas, ce que j'apprécie aujourd'hui, c'est les gens qui ont un parcours différent et qui ont une histoire à raconter. Et ça peut être très loin du moule, justement. Et je crois que quand on est étudiant, il faut chercher à trouver son histoire. Qu'est-ce qu'on va raconter toute sa vie? Et finalement, cette histoire, elle progresse. Mais les premières années, elles sont importantes. C'est finalement quel choix je vais faire, que ce soit des stages, que ce soit des voyages, des rencontres. Mais il faut construire une histoire. Et cette histoire, elle doit être unique. Merci Mathieu de Benast pour votre temps et je vous souhaite évidemment le meilleur possible pour la suite de l'aventure entrepreneuriale au sein de la financière de Courcelles. Merci Guillaume. Merci d'avoir suivi ce podcast. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le prochain épisode. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à notre page YouTube pour retrouver tous les épisodes du Career Insight ainsi que nos webinaires, à suivre nos pages LinkedIn et Instagram pour être au courant de l'actualité financière et du conseil, et à vous abonner à notre plateforme Training You si vous êtes en recherche de stage ou de CDI pour booster votre préparation.